Alors pourquoi s'intéresser aux fonds souverains? Eh bien pour une raison relativement bizarre, c'est qu'au fond ce sont des acteurs financiers qui ne sont pas de purs financiers, parce qu'ils peuvent être contrôlés par l'État et donc avoir des objectifs qui ne sont pas purement spéculatifs, mais qui peuvent être politiques. Alors les fonds souverains, on peut les définir comme des fonds d'investissement publics de long terme. Alors je vais revenir sur tous ces termes rapidement. Donc d'abord, ce sont des fonds publics. Autrement dit, ils reçoivent des ressources qui ne sont pas de l'épargne privée, apportée par des souscripteurs individuels, mais ce sont des ressources de l'État. Alors on peut avoir deux sources de ressources. D'abord, des excédents de la balance courante, par exemple c'est le cas de la Chine, ou la vente de matières premières, notamment énergie, gaz, et on va retrouver tous les pays producteurs de pétrole, au premier rang, la Norvège, le Koweït, etc., etc. Ensuite, ce sont des fonds qui vont acheter des titres sur les marchés financiers. Et ça, c'est une seconde particularité, c'est qu'on pourrait avoir cet argent public qui soit directement investi de façon nationale, par exemple, en créant des entreprises. Là, la logique est tout autre, puisqu'on va avoir une logique derrière de portefeuille. On détient des titres, un portefeuille à l'échelle mondiale, pas exclusivement des titres locaux, et donc on va avoir derrière une logique dans la sélection des titres. Enfin, dernier point, à long terme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, donc à l'origine, les fonds souverains ont été créés par des pays qui sont producteurs de pétrole. Or, ils savent pertinemment que cette ressource est finie. Donc un jour, dans les générations futures, la prochaine génération, les deuxièmes générations, eh bien leur pays n'aura pas ce type de ressources. Or, si l'on veut que le pays perdure, qu'il continue à avoir une certaine aisance, eh bien il peut être intéressant de transférer les revenus que l'on a aujourd'hui sur les périodes futures. Donc, résultat, ces fonds ont vraiment une logique de arbitrage intertemporel. Je ne consomme pas tout aujourd'hui, en investissant ou en distribuant l'argent ou en faisant des réductions d'impôts par exemple, je le place pour que plus tard, les générations futures aient des recettes, quand les recettes par exemple pétrolières ne seront plus là. Alors le premier à avoir eu cette idée géniale, eh bien, a été le fonds KIA avec un K, donc Kuwait Investment Authority, qui a été créé dès la fin des années 50, donc c'est relativement tôt, quand même, c'est un moment où on n'a pas encore un marché financiarisé, globalisé, mais l'idée qui prévalait des dirigeants politiques du Koweït à ce moment-là était de dire on est un petit pays, on ne place pas tout, autant avoir une logique financière de placement sur le long terme. Par la suite, eh bien, cette initiative koweïtienne a été suivie par d'autres petits producteurs, petits pays, mais gros producteurs de pétrole, tels les Émirats arabes unis, qui ont adopté cette logique-là dans les années 70. Alors on a trouvé aussi un autre pays, Singapour, qui lui a créé deux fonds collectifs de la même façon courant des années 70. Et là, la logique singapourienne était totalement différente et très intéressante pour bien comprendre derrière la logique controversée des fonds souverains. C'était l'idée que Singapour s'engageait dans un processus industriel, mais ne pouvait pas concurrencer totalement les grands pays en ayant toute la palette des industries et des services que proposaient déjà à l'époque les pays européens ou les pays les États-Unis ou le Japon. Donc résultat, ce qu'a entrepris, et c'était vraiment une visée politique, industrielle, les fonds singapouriens, eh bien, a été de prendre des participations dans des secteurs d'activité qui n'étaient pas présents à Singapour, pour disposer ainsi d'une forme de compensation. Si ça n'allait pas bien à Singapour, on avait la possibilité de compenser avec les placements faits à l'étranger, et aussi, eh bien, en acquérant des actions, on avait la possibilité de siéger dans l'Assemblée générale des entreprises et ainsi avoir des informations plus ou moins confidentielles sur les dites entreprises.
Alors depuis, c'est relativement l'ensemble des pays producteurs de pétrole et des pays qui ont des balances courantes positives ont emboîté le poids à ces premières initiatives. Et on a vu notamment la Chine, créée seulement en 2007, des fonds souverains qui sont maintenant devenus, grâce aux recettes des exportations chinoises, eh bien, l'un des plus grands fonds souverains d'aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que, donc les fonds souverains existent depuis les années 50, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés sur le devant de la scène, on va dire au milieu des années 2000 ? Eh bien pour une raison toute simple, c'est que avec la crise financière, les seuls fonds disposant de liquidités suffisantes pour sauver notamment les banques d'investissement américaines, furent les fonds souverains. Donc, quand il a fallu organiser le sauvetage d'un certain nombre de banques américaines, comme Merrill Lynch, mais aussi des banques anglaises comme Barclays ou UBS, eh bien, on a dû faire appel à des fonds souverains. Et là, à ce moment-là, il y a le problème, c'est que les fonds souverains ont apporté leur liquidité, mais pas à n'importe quel prix, en acquérant des tenants en contrepartie, des titres, des actions, dont ils devenaient propriétaires de banques occidentales qui quand même contrôlaient une part importante des transactions financières mondiales. Et là, à ce moment-là, eh bien, la crainte a été la suivante. Certes, ces fonds souverains disposaient de liquidités abondantes, et heureusement qu'ils étaient là pour renflouer les banques, mais le problème, c'est que leurs objectifs n'étaient pas purement financiers et étaient potentiellement de nature politique. Donc la crainte a été, du côté de Wall Street principalement, que l'on voit un contrôle par des pays émergents qui n'avaient pas le même type de gouvernance que les actionnaires traditionnels de Wall Street, et qu'ils contrôlent avec des visées politiques, géostratégiques, ces entreprises acquises. Alors, à ce moment-là, on a imposé aux fonds souverains un certain nombre de règles de gouvernance pour qu'ils le respectent, mais cela n'enlève pas moins que ces fonds souverains posent la question de la politique dans le marché financier, et même des rapports géostratégiques et diplomatiques dans l'espace financiarisé. Et ça, je dirais que c'est la nouveauté et le point intéressant avec l'entrée des fonds souverains. Est-ce que nécessairement tous les acteurs qui y sont ont une visée uniquement économique, à savoir maximiser le profit financier ? Alors le problème s'est aussi posé en France, plus tardivement, et peut-être le débat a été moins profond qu'aux États-Unis, parce que finalement, en l'occurrence, le fonds qatari, qui est omniprésent désormais en France. Alors vous avez bien évidemment le PSG qui est déjà possédé, mais vous avez beaucoup d'autres choses qui sont possédées par Kia, et par exemple, si on regarde les Champs-Élysées, une bonne partie de l'immobilier des Champs-Élysées appartient à des fonds étrangers, et notamment des fonds qataris. Donc, résultat, certes, eh bien, cela a permis de renflouer les caisses françaises, de relancer l'économie française, mais aussi, il faut bien voir, que derrière, ça crée une dépendance forte de l'économie française par rapport à des pays émergents qui peuvent avoir des motivations politiques totalement différentes de celles de la France. Donc les fonds souverains, on le voit bien, sont controversés parce qu'ils intègrent des éléments politiques dans le choix du titre financier. Et il est très intéressant de regarder ce que font actuellement. Alors vous avez un vrai fonds chinois, qui est le fonds souverain CIC, et vous avez aussi des formes de banques finances chinoises. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui ? Eh bien, elles investissent l'espace africain. Et la logique est totalement géostratégique, elle est pour garantir l'approvisionnement de la Chine en ressources stratégiques, que sont bien évidemment gaz, pétrole, uranium, matières premières. Et la visée de la Chine, et au moment même où finalement les banques françaises quittent la Chine, vous avez des fonds souverains chinois qui rentrent dans le capital d'un certain nombre d'entreprises africaines et qui, de facto, vont pouvoir ainsi assurer leur approvisionnement. Donc les fonds souverains, on voit bien, sont des acteurs très importants aujourd'hui et qui nous donnent un aperçu des forces géopolitiques en présence.